Avant les discussions entre les États-Unis et la Russie, Vladimir Poutine a eu beaucoup à dire sur les menaces de guerre en Europe. Beaucoup parlent de sa déclaration selon laquelle la Russie est prête pour la guerre si l'Europe en déclenche une. Mais voici un autre commentaire qui ne reçoit pas autant d'attention. Les va-t-en-guerre, même lorsqu'ils prétendent vouloir introduire quelques changements ou ajustements à la proposition du président Trump, n'ont qu'un seul objectif en tête. Ils cherchent à bloquer et à suspendre ce processus de paix. Ils formulent des exigences inacceptables pour la Russie, et ils le savent. Plus tard, ils essaieront de rejeter la faute sur la Russie, d'accuser la Russie d'avoir interrompu le processus de paix. C'est leur objectif, et nous le voyons clairement. C'est pourquoi, s'ils veulent revenir à la réalité, en tenant compte de la situation sur le terrain, ils sont les bienvenus. Nous n'y sommes pas opposés. Alors, Scott, nous allons commencer avec toi. Tu sais, il y a un amiral italien au sein de l'OTAN qui dit qu'il se prépare à une attaque préventive contre la Russie. Que se passe-t-il ici? Quelle est ton évaluation de la situation? Eh bien, c'est juste que, je veux dire, tout d'abord, je pense qu'il faut tout prendre avec des pincettes. L'OTAN est une organisation fondée sur le consensus. La dernière fois que j'ai vérifié, les États-Unis et la Hongrie faisaient partie de l'OTAN. Et l'idée que cet amiral italien moustachu du comité militaire soit celui qui prend ces décisions est ridicule. C'est simplement la stupidité d'un système qui se retrouve confronté à la réalité. Il perd sa pertinence. Il ne compte plus. Il ne pèse plus du tout. Plus personne ne les prend au sérieux. Ils ne sont même plus invités à la table, ni conviés à venir s'incliner devant Trump comme ils l'ont fait après l'Alaska. Ils ne sont plus rien. Et donc, ignorés, comme la plupart des enfants, ils vont faire des crises de colère et dire n'importe quoi. Mais si tu analyses attentivement ce qu'il a dit, il annule immédiatement tout. Bien sûr, il y aura des problèmes juridiques, oui, comme si tu allais pouvoir le faire. Et il y a aussi des problèmes politiques, des questions sur qui ferait cela et qui l'approuverait. Personne ne va le faire, et personne ne va l'approuver. Donc encore une fois, la stupidité de cet homme. Tout ce qu'il a fait, c'est créer un environnement où les États-Unis vont une fois de plus réaffirmer la nouvelle réalité selon laquelle l'article 5 n'existe plus, que les États-Unis n'iront pas en guerre pour l'Europe. Même Scott Ritter a récemment dit que si la Russie attaquait l'Europe, le mieux que les États-Unis feraient serait de vendre des armes à l'Europe. Mais l'idée que les Américains vont se battre et mourir pour l'Europe, ce temps-là est révolu. Et la Russie, bien sûr, n'attaquera pas l'Europe, à moins que l'Europe n'attaque la Russie, ce que, comme vous le savez, Poutine a très clairement indiqué, serait la fin de l'Europe telle qu'elle existe actuellement. Et il ne menaçait pas d'utiliser des armes nucléaires. Je veux simplement rappeler qu'il y a une petite usine près de Kazan qui produit environ 1 millier de drones Géranium, des Géranium 2 et 3, les versions les plus récentes, par jour. Et la Russie pourrait en utiliser plusieurs centaines quotidiennement. Alors, où pensez-vous que se trouvent ceux qui ne sont pas utilisés? Que leur arrive-t-il? Ils font partie d'une réserve stratégique. L'Europe aujourd'hui n'a aucune défense aérienne. Elle s'est totalement dépouillée, elle a tout envoyé en Ukraine. Marco Rubio a révélé la dure vérité lorsqu'il a dit oui, nous enverrons 2 ou 3 systèmes Patriot en Ukraine. Puis en une semaine, ils sont tous détruits, car la Russie les traque et les élimine. Donc l'Europe est totalement à découvert. Il n'y a pas de défense aérienne. Et la Russie a les moyens d'éliminer l'Europe comme entité économique et industrielle viable du jour au lendemain. Et c'est le point que Poutine a souligné. Si vous voulez faire cela, nous le ferons. Mais vous cesserez d'exister immédiatement, car nous sommes prêts dès maintenant. Aucune mobilisation.
Il n'a pas besoin d'aller au Parlement. Il n'a pas besoin de mobiliser 100 000 soldats. Ils sont prêts dès maintenant, avec la capacité conventionnelle d'éliminer l'OTAN instantanément, sans armes nucléaires. Et il n'y a rien que l'OTAN puisse faire à ce sujet. C'est la réalité. Le général italien ne fait que refléter, vous savez, l'impuissance ressentie par l'Europe. On retrouve la même impuissance dans les appels téléphoniques entre dirigeants européens, où ils se plaignent du fait que l'Amérique les a abandonnés. Ce qui est intéressant dans cet appel, c'est que personne aux États-Unis ne s'en soucie. Je veux dire, les médias publieront peut-être cette transcription, et des gens comme Ray et moi la liront avec grand intérêt. Mais si tu penses une seconde que cela a eu le moindre effet à la Maison-Blanche, que Donald Trump s'est dit « Oh, mon Dieu, Starmer est fâché contre moi, oh non, Mers est inquiet », Trump s'en moque complètement. Ce navire-là aussi a déjà quitté le port. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé à Moscou l'autre jour, c'est l'effondrement total de l'ancien système d'interaction géopolitique. Marco Rubio n'est plus un acteur. Lavrov n'en est plus un non plus. Non pas parce que la Russie l'a mis de côté, mais parce qu'il lui faut un interlocuteur. Et avec Rubio hors jeu, parce que Rubio s'est lui-même retiré, il n'y en a plus. Il y a eu un appel téléphonique célèbre, dont nous ne connaissons pas la transcription exacte, entre Lavrov et Rubio, au cours duquel Lavrov lui aurait passé un savon en lui disant « Tu es l'homme le plus stupide à avoir jamais marché sur la surface de la Terre. Nous t'avons offert la paix sur un plateau en Alaska, et tu l'as gâché parce que tu as écouté Kellogg et d'autres idiots du même genre. » Et il a tout exposé. Nous ne savons pas ce que dit la transcription. Trump, lui, le sait. À partir de ce moment-là, Rubio a été mis à l'écart. Et c'est alors que Trump a décidé de prendre ce processus en main. C'est pourquoi les personnes qui se sont assises avec Vladimir Poutine comprenaient Jared Kushner, le plus proche conseiller personnel que Donald Trump puisse avoir. Un homme qui l'appellera beau-père, pas Monsieur le Président. C'est dire à quel point ils sont proches. Et Steve Witkoff, un ami personnel proche, rencontrait Kirill Dmitriev. Witkoff et Dmitriev ont élaboré une vision globale de ce à quoi ressemblera le monde sur le plan économique, et Trump semble y avoir adhéré. Le rôle de Kushner et d'Ushakov, Ushakov étant le proche conseiller du président Poutine sur les questions de politique étrangère, est de superviser tout cela, de veiller à ce que les choses avancent dans la bonne direction, ne pas laisser la charrette se renverser, et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est fini pour l'Europe, elle ne compte plus. Plus personne ne s'en soucie. Personne. Eh bien, la situation est plutôt sombre si je suis un Européen et que je regarde tout cela. Les Allemands ont une petite expression, Ambition Spaß darf sein. Un peu de plaisir est permis. Alors laissez-moi vous parler de l'arme secrète des Italiens, celle que le général italien n'était pas libre de révéler. C'est un nouveau char de combat avec 5 vitesses. 5 vitesses, attention. Vraiment rapide. Vous connaissez sans doute la blague, non? 4 vitesses arrière et une avant, au cas où l'attaque viendrait de l'arrière. Voilà. Je plaisante. Je plaisante. Oui. Même Poutine plaisante. Et en parlant avec les Indiens, il a dit, vous savez, passer 5 heures avec Jared Kushner et Steve Witkoff, c'est trop. C'est vraiment trop. Mais nous avons dû le faire parce qu'ils sont arrivés avec tous ces points et nous avons dû les examiner un par un. Puis Poutine a dit, d'accord, maintenant, laissez-moi être sérieux, d'accord? C'était une conversation très productive. C'était donc fondé sur des accords antérieurs, avant la rencontre avec Trump en Alaska ou sur les accords précédents. 2 choses. Monsieur Trump oubliait un cessez-le-feu immédiat, ce que Trump a fait 2 heures plus tard. Et ensuite, Monsieur Trump ne laissait pas les Ukrainiens et les Européens tout faire capoter, saboter les progrès, ce que Scott vient de nous dire qu'ils n'ont pas fait. Rubio a laissé passer l'occasion.
Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils le font. Ici, pour aller un peu plus loin, très brièvement. Oui, c'était une nouvelle proposition, dit Poutine. Et donc, nous avons dû passer en revue pratiquement chaque point, ce qui explique pourquoi cela a pris 5 heures. C'était une conversation significative, très précise et substantielle. Une autre chose qu'il a dite, et qui est vraiment intéressante, il a dit « Je crois que Trump veut vraiment faire cela. Il veut vraiment instaurer la paix en Ukraine, en partie parce qu'il veut arrêter les tueries, en partie pour d'autres raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas. » Mais ensuite, il dit que Trump essaie sincèrement de le faire, même s'il reçoit toutes sortes de conseils contradictoires. Et donc, vous savez, c'est vraiment à son crédit, dit Poutine, que Trump avance malgré tout. Et cela semble marquer une sorte de rupture. Cette fois, il semble qu'il n'y aura peut-être pas de zigzag trumpien qui annule les choses, mais plutôt des progrès. D'autant plus que nous avons marginalisé les Européens, nous avons marginalisé les Ukrainiens, et que c'est un pas de deux, d'accord? Nous traitons en tête-à-tête, puis il y a un autre ménage à trois, où les Ukrainiens et les Européens participent à l'affaire. Je veux simplement dire qu'un signe de la gravité de la situation, c'est que Poutine déclare « Écoutez, vous m'avez demandé d'exposer ce sur quoi nous nous étions mis d'accord. Eh bien, nous n'allons pas le faire. Cette fois, nous allons garder cela confidentiel. Il est trop tôt pour parler des détails. » Et en effet, miracle des miracles, il s'est retenu. Il a dit « Eh bien, vous savez, je peux vous dire ceci. Il faut être deux pour danser le tango. » Qu'est-ce que cela veut dire, bon sang? Quoi qu'il en soit, il ne fait pas le tapage habituel que Lavrov et d'autres ont tant critiqué. Alors, quel est mon pronostic? Je pense que Poutine croit vraiment que Trump est sérieux, qu'il a de très vrais problèmes, que Poutine est en train de gagner. Donc il n'a pas de pression particulière liée au temps. Mais Poutine dit qu'il semble y avoir une certaine pression temporelle sur Trump. Je pense qu'il veut arrêter les tueries, oui, mais je crois qu'il y a peut-être d'autres motivations. Et vous savez, ma remarque banale de l'autre semaine, que les nominations pour le prix Nobel de la paix se clôturent le 31 janvier pour l'année à venir. Je dois croire que cela entre en partie dans le calcul de Trump. Je veux dire, Gaza, oublions. S'il parvenait à faire quelque chose sur l'Ukraine avec Poutine, cela compterait. Et est-ce que je lui en veux pour ça? Non. Peu m'importe qui reçoit un prix de la paix, du moment qu'il y a la paix. C'est une motivation un peu égocentrique, certes, mais bon sang. Si cela met fin à ces guerres terribles, tant mieux. Scott, comment l'Europe peut-elle, sachant que la trajectoire du conflit pour l'administration Trump est au moins de le suspendre ou de l'arrêter, saboter cela? Parce que vous avez vous-même dit que la Russie dispose de tous les moyens et capacités, si elle le souhaite vraiment, pour tenter quelque chose contre l'Europe et l'anéantir. Alors comment l'Europe peut-elle saboter ce processus? Ils ne peuvent pas. C'est fini, c'est terminé. Je veux dire, regardez, leur dernier effort désespéré en ce moment consiste à pousser la Belgique à céder sur Euroclear et à permettre à l'Europe de saisir 145 à 150 milliards de dollars d'avoirs russes gelés pour les transférer à l'Ukraine, qui en a besoin immédiatement parce que la Rada essaie d'élaborer un budget. Vous savez, ils sont censés présenter un budget. Ils ont besoin de 160 milliards d'euros. Ils ne les ont pas. L'économie ukrainienne ne peut pas les générer. Ils ont besoin de 160 milliards d'euros. Et s'ils n'obtiennent pas cet argent provenant des avoirs russes confisqués, alors ce sera à l'Europe de payer, parce que l'Amérique n'interviendra pas. L'Europe ne les a pas non plus. C'est la fin de l'Ukraine, pour que tout le monde comprenne. C'est fini. Il ne reste plus rien. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. L'Europe ne peut pas se permettre de payer. Et personne n'en parle.
Personne ne se soucie de l'Europe. Ce n'est pas comme si Trump appelait Macron en disant « Hey Emmanuel, tu te souviens de cette belle rencontre que nous avons eue à Paris il y a quelques années ? Lors de mon premier mandat, quand je t'ai tenu la main et que nous nous sommes regardés tendrement dans les yeux avec la tour Eiffel en arrière-plan. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses de cette affaire que j'ai en Ukraine. Trump ne passe pas ce coup de fil. Et les Français sont furieux. Les Allemands sont furieux. Les Britanniques sont furieux. Parce qu'ils ne comptent pas. Ils sont hors jeu. Ils peuvent se parler entre eux. Mais Kushner et Wyckoff ne se sont pas arrêtés en Europe pour tâter le terrain. Ils sont simplement revenus pour discuter. Et la chose la plus importante que les gens doivent comprendre, c'est que non seulement l'Europe ne peut pas saboter cela parce que Trump ne lui en donne pas l'occasion, mais elle n'a pas non plus les moyens d'agir seule. Trump, je crois, contrôle activement ce mécanisme en manipulant l'enquête sur la corruption. Cette enquête en cours, il faut comprendre que les États-Unis savent depuis toujours que l'Ukraine est l'un des endroits les plus corrompus de la planète. Ce n'est pas un secret. Nous avons encouragé cette corruption. C'est pourquoi l'idée de Rand Paul de nommer un inspecteur général a été rejetée en 2022, parce que nous avons dit non. Nous savons qu'ils sont corrompus. En les rendant dépendants du dollar américain, de la générosité américaine, nous gérons cette corruption de manière à garder un contrôle total sur la situation politique. Et maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour que la Russie obtienne ce qu'elle veut, il y a certaines choses difficiles que l'Europe n'acceptera jamais. La dénazification, par exemple. L'Europe ne permettra jamais cela. La démilitarisation, même chose. Il a dit non, ils doivent avoir 800 000 soldats. L'Ukraine terminera cette guerre avec 50 à 60 000 soldats, dont aucun ne sera formé par l'OTAN. C'est la réalité. Mais comment y parvenir? On ne peut pas le faire avec les structures gouvernementales actuelles en Ukraine. Donc elles doivent être éliminées. Et il faut faire attention à la manière dont on les élimine pour que cela ne paraisse pas comme si l'on exécutait totalement les ordres de la Russie, ce qui en réalité est le cas, puisque la Russie affirme que la dénazification doit avoir lieu. Nous devons donc créer les conditions qui rendent cela possible. La démilitarisation doit avoir lieu. L'Europe ne peut pas être impliquée. Alors, qu'est-ce qui doit l'être? Nous devons faire s'effondrer le gouvernement ukrainien, et c'est ce que nous faisons en ce moment. Nous avons éliminé une partie de... Vous savez, il y a 3 grands pôles là-bas. La présidence, le bureau de l'administration présidentielle, qui en réalité ne travaille pas pour le président. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où Yermak convoque Zelensky. C'est un bureau totalement distinct, une structure de pouvoir complètement différente. Et Zelensky, bien sûr, se méfie de Yermak parce que Yermak contrôle les oligarques et l'immense mécanisme de corruption. Mais il y a aussi la Rada. La Rada adopte un budget approuvé par le président et le président alloue des fonds qui finissent dans les poches des parlementaires, lesquels alimentent ensuite leurs différents réseaux de corruption. L'Ukraine est l'endroit le plus corrompu de la planète. Les États-Unis viennent d'éliminer Yermak. C'est nous qui avons éliminé Yermak. Personne d'autre. Nous l'avons fait. Et maintenant, nous allons nous attaquer à la Rada et faire s'effondrer cette structure. Cela crée une nouvelle réalité, et à la fin, nous éliminerons Zelensky une fois qu'il aura approuvé la fin de la guerre selon nos conditions. Ensuite, la Russie interviendra par le processus électoral et reconstruira un gouvernement ukrainien qui fera exactement ce que la Russie veut qu'il fasse. C'est le scénario final. C'est la seule issue possible. Cela ne se termine pas avec le gouvernement ukrainien perdant, s'orientant vers l'Europe et écoutant l'Europe. Cela se termine avec le gouvernement ukrainien complètement dans la poche de la Russie, tandis que les États-Unis fournissent des garanties de sécurité indirectes
par le biais d'un engagement économique via le véhicule russe. C'est là où nous en sommes aujourd'hui, et c'est ce que la Russie a toujours voulu. Je pense que Trump a finalement compris que les choses devaient se passer ainsi, parce que, bon, je vais m'arrêter là, il y a une réflexion stratégique derrière tout cela. Tous les imbéciles qui parlent de décapitation sont des imbéciles. Si vous commencez à décapiter l'Ukraine, où allez-vous ensuite? Vous savez, la Russie sait que ce conflit ne se termine pas tant que le monde n'aura pas reconnu le contrôle souverain russe sur la Crimée et les 4 territoires. On n'obtient pas cela en décapitant Kiev. On n'obtient pas cela en occupant Odessa. On y parvient en mettant fin au conflit, selon des termes qui affirment « Nous reconnaissons le contrôle souverain de la Russie à perpétuité sur la Crimée et ses 4 territoires. » Et l'on met fin aux sanctions économiques. Comment la Russie peut-elle s'intégrer pleinement dans l'économie mondiale si les sanctions restent liées à ce que l'on appelle l'occupation illégale de la Russie? Et bien sûr, il y a la restitution des avoirs russes gelés. Ce sont 3 éléments essentiels qui doivent se produire pour que la Russie puisse aller de l'avant et réussir, passer d'une croissance de 4,8% à 7%, 8%, 10%, voire 12%. L'économie russe pourrait connaître une explosion de croissance si toutes ces conditions étaient réunies. Et c'est la vision stratégique de Vladimir Poutine que certains semblent totalement ignorer. Il ne cherche pas une victoire militaire. Il cherche une victoire politique, une victoire économique, une victoire géopolitique, et Donald Trump aussi. Donald Trump ne va pas s'enliser dans une guerre européenne. Il ne va pas commettre un suicide national au nom d'États européens défaillants. Trump cherche des milliers de milliards de dollars de gains économiques grâce à une coopération avec la Russie dans un environnement d'après-conflit. C'est la direction stratégique qui se dessine en ce moment. Et c'est fascinant à observer, car l'Europe vient de prouver son irrélevance, prouver qu'elle est incompatible avec une existence civilisée. Et je suis ravi de voir l'Europe s'effondrer de son propre gré et de regarder l'OTAN disparaître dans la poubelle de l'histoire. Ai-je besoin de dire que je suis d'accord avec Scott? Eh bien, si je dois le dire, oui, je pense qu'il a tout à fait raison. Laissez-moi préciser quelques petits détails, pour ainsi dire. En ce qui concerne le fait d'informer ou de dénigrer, c'est-à-dire de désinformer, les Ukrainiens ou les Européens, c'était vraiment intéressant. Comme Scott l'a indiqué, lui et moi, qui sommes des spécialistes sérieux de la Russie et de l'Union soviétique, nous lisons tout. Nous avons lu la transcription complète d'Ushakov d'il y a 2 jours, d'accord? Alors, qu'a-t-il dit à la fin? Il dit qu'il a une question. Où est Ushakov maintenant? Il est 00h30. Où était-il? Gardez à l'esprit qu'Ushakov n'est pas un novice. 10 ans comme ambassadeur aux États-Unis. D'accord. De 1998 à 2008. Depuis 2012, il est l'un des principaux conseillers de Poutine sur des questions comme l'Ukraine. Alors il dit, avec son ton diplomatique, « Eh bien, si je comprends bien, Ushakov est retourné à l'ambassade des États-Unis, n'est-ce pas ?» La question est donc, ne va-t-il pas informer les Ukrainiens? Ils l'ont invité à Kiev. Ne va-t-il pas s'y arrêter? Et, aussi diplomatiquement que possible, il répond « Non. En fait, c'est Obeshchali. Ils nous ont promis de ne pas faire ça. Ils nous ont promis Obeshchali. Obeshchali est un mot assez fort en russe. Ils nous ont promis qu'ils rentreraient directement chez eux, sans passer par Kiev, sans passer par Dublin, directement chez eux, sans se connecter, sans collecter, ni rien du tout. » Alors voilà Ushakov qui dit, regardez, Obeshchali, Witkoff et fils, comme je les appelle. Bien sûr, c'est son gendre. Bref, Witkoff et fils nous ont dit, d'accord, nous promettons d'ignorer les Ukrainiens. Nous n'allons pas nous arrêter là.
Nous savons que Zelensky rêve que nous atterrissions à Shannon, que nous buvions une Guinness avec lui et que nous lui expliquions pourquoi nous ne pouvons pas faire ça non plus. Et bien sûr, que s'est-il passé aujourd'hui? Si je comprends bien, une délégation ukrainienne dirigée par Umerov est actuellement à Miami en train de parler à qui? Rubio? Non, Witkoff et Jared Kushner. Voilà pour un point. L'autre point concernant l'OTAN, et c'est sans précédent. Eh bien, j'ai plus d'expérience que Scott même. Je remonte au début des années 1960, lorsque j'étais analyste des affaires soviétiques, et cela ne faisait pas très longtemps que l'OTAN a été créée. L'objectif principal de l'OTAN était de maintenir les États-Unis en Europe. D'accord? Il y avait deux autres volets, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de les garder en Europe. Eh bien, devinez quoi? Les États-Unis ne font plus vraiment partie de l'OTAN. Et la preuve de cela, la preuve évidente, c'est qu'ils ont tenu hier à Bruxelles une réunion des ministres des Affaires étrangères, comme ils le font 2 fois par an. Et laissez-moi vous lire la manière habile dont NBC a décrit les événements. Une phrase. Presque tous les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se sont réunis à Bruxelles mercredi pour discuter de blablabla. Presque tous les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Qui manquait à l'appel? Rubio n'est pas venu. Avait-il d'autres smaragli? Il n'a pas daigné expliquer pourquoi il ne se rendait pas au sommet des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. C'est la première fois en toutes ces décennies que je vois cela arriver, sauf peut-être en temps de guerre, quand Colin Powell ne pouvait pas faire face. Donc vous savez, on ne pourrait pas avoir un symbole plus clair que celui-ci. Les États-Unis se retirent. Bon, l'OTAN, je déteste le dire, c'est un tigre de papier. Sans les États-Unis, peut-être que Scott serait d'accord. Ce n'est rien. L'OTAN n'est rien sans les États-Unis. Et voici Trump qui dit, écoutez, vous rentrez directement chez vous. Vous avez promis aux Russes que vous ne vous arrêteriez pas à Kiev, ni en Irlande, ni ailleurs. Et bien sûr, quand Trump dit, très bien, maintenant venez, vous pouvez revenir ici à Miami, et nous vous passerons un savon, où nous vous dirons ce qui se passe. Je vois vraiment les choses s'accélérer maintenant. Un jour sur deux, Poutine, Lavrov ou Ushakov fait une grande déclaration. Et il est intéressant de noter que Poutine dit ensuite, vous savez, Trump semble être très pressé. Nous ne savons pas exactement pourquoi. Nous pensons qu'il ne veut pas que d'autres personnes soient tuées. Et je vais le redire une fois de plus, vous pouvez rire si vous voulez, mais ce type est un narcissique, et il a les yeux rivés sur un prix Nobel. Il en a parlé lors de la réunion du cabinet il y a 2 jours. Vous savez, il a rebaptisé l'Institut pour la paix en Donald J. Trump Institute of Peace, comme le dit le Washington Post. Donc, il y a ce narcissisme, et Poutine est assez intelligent pour savoir comment on gère un narcissique. On ne l'aliène pas, on dit des choses agréables, puis on s'assure d'être la partie la plus forte. C'est ainsi que les choses se passent, à mon avis.